Donc, je commence par vous parler ce midi de l'Andalousie et des Canaries. Donc, on part en Espagne, c'est bien donc Caravanier. Puis, je vais attirer votre attention sur les deux petits mots qui sont en dessous de Caravanier sur notre logo, voyager et agir. Je vais vous en parler dans une petite diapositive, mais d'abord, je me présente. Moi, c'est Julie, donc vous pouvez me voir. Je suis la responsable des voyages en Europe pour Caravanier, de toute la préparation des voyages, de toute la logistique sur place. Ça fait depuis 2010 que je suis chez Caravanier et que je guide aussi dans les deux voyages dont on parle ce midi. À côté de moi, là, vous pouvez voir Alexandre. Alexandre, lui, il est en charge, il est au bureau, il est en charge et il guide aussi, mais il est en charge de faire en sorte que ce soit les bons voyageurs qui s'inscrivent sur les bons voyages, puis d'accompagner tout le monde dans le processus de préparation de leur voyage. Donc, si vous avez des questions sur un de ces voyages, ou si vous voulez vous inscrire, ça va être avec Alexandre que vous allez parler, sauf s'il n'est pas là. Dans ce cas-là, je réponds quand même à ses courriels, puis au téléphone quand il est en congé. Caravanier, un petit mot sur Caravanier. Je suppose que vous connaissez, mais peut-être qu'on a des gens qui nous découvrent à peine. Donc, Caravanier, c'est une agence de voyage québécoise qui a été créée par Richard, fondée par Richard et Suzanne en 1998. Donc, on a eu 25 ans. On n'a pas pris une ride. Et on est une petite équipe, peut-être 8-9 au bureau, dont la moitié guide aussi et souvent sur le terrain. Et puis peut-être 10-15 guides qui guident plus ou moins en fonction de leur disponibilité, puis que vous voyez là en photo, entre autres. Caravanier, je vous disais, voyager et agir. Hop, que ça s'affiche. On mène plusieurs actions dans le volet agir, voyager, on comprend. En fait, si je résume, on pourrait dire que on essaie de bien voyager. Donc, bien sûr, ça passe par faire les plus beaux itinéraires possibles en fonction de là où on est. Donc, nous, on fait vraiment des voyages de randonnée, donc du trek et du kayak de mer, un petit peu d'alpinisme, d'autres montagnes, d'expédition polaire, mais donc tout ce qui se fait avec deux pieds c'est ça, avec les jambes, les bras, bref, avec nos corps pour aller marcher dans la nature, pour être dans la nature. Être à pied, c'est un prétexte, un mode en fait de découverte des zones qu'on va visiter. Donc, c'est le rythme parfait pour aller découvrir euh, plein de, plein d'endroits sur la planète et on veut vraiment le faire bien. Donc, c'est bien pour nos voyageurs, bien aussi pour euh, l'environnement. Donc là, les trois petits logos ici, c'est planétaire. Ça veut dire qu'on compense l'émission de gaz à effet de serre due au voyagement en avion. Et ça depuis très longtemps. Je ne saurais même pas dire depuis quand, mais depuis une quinzaine d'années, je pense. Euh, non, hop, hop là-haut. Donc planétaire, 1% pour la planète. On a mis en place, je pense en 2017 ou 2018, 1% de notre chiffre d'affaires, donc pas de nos marges, mais vraiment de notre chiffre d'affaires, qui est remis à des projets de protection de l'environnement. Et donc, on est fiers membres du grand 1% pour la planète. Et puis, bien sûr, on suit les, les, les principes du Centras au Québec. Tout ça, c'est facile à expliquer parce que c'est des logos, c'est des organismes connus. Puis je vous invite à vous renseigner si vous ne les connaissez pas. C'est super intéressant. Il y a d'autres actions qu'on mène en arrière et qui sont difficiles à, à quantifier, à expliquer, et notamment aussi le bien pour les populations qu'on visite. Donc je disais bien pour nos voyageurs, ça c'est des beaux itinéraires, une belle logistique, c'est chouette, on mange bien. Euh, Bien pour l'environnement, puis j'en parle un petit peu là, mais on essaie aussi de réduire la production de déchets, la production de bouteilles en plastique, etc., etc. Et le bien pour les gens sur place, en fait. Donc, dans les voyages, et c'est moins le cas en Europe, mais dans les voyages où on a des équipes locales comme en Tanzanie, au Pérou, au Maroc, au Népal, en Inde, etc., on essaie de faire en sorte qu'ils aient des bonnes conditions de travail et puis que notre passage dans les villages ait des retombées positives, en fait, pour les gens qui y vivent. Donc, voilà, tout un programme, mais c'est ça un petit peu l'idée.
Ce midi, je vous parle de nos voyages, de 2 de nos voyages, donc en Espagne, qui sont dolce vita. Dolce vita, c'est un mot italien, pas espagnol, mais vous l'aurez compris, qui, veut dire que la vie est douce. Alors, qu'on se le dise, les randonnées n'en sont pas plus faciles. Ce qu'on veut dire par dolce vita, c'est que c'est des vrais voyages de randonnée. Qui sont, on fait des efforts là dans la journée où on va marcher 4, 5, 6, 7 heures, voire plus, ça dépend des jours, mais il n'y a pas de camping. Donc on dort dans des auberges charmantes. On ne cherche pas le luxe, on veut vraiment le charme et le contact avec les gens sur place et on privilégie, des petites, maisons un peu, authentiques plutôt qu'un hôtel avec des standards bien établis. Hem, donc, on a toujours un service attentif de la part de nos hôtes. C'est des petits hébergements, donc il y a pas le nombre de chambres est limité. On mange bien, voire très, 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 très bien sur nos voyages Dolce Vita et puis c'est aussi, le confort de se dire: «Bah, tiens, le soir, après la randonnée, on prend l'apéro en terrasse, on regarde les papillons voler, il fait bon, la vie est belle». C'est un petit peu ça, l'idée. On est hébergés donc c'est des chambres, pour 2 personnes, donc soit des couples, soit des gens qui voyagent ensemble. Les personnes solo qui voyagent tout seuls sont jumelées avec, d'autres voyageurs du même genre. Puis on a des douches, privées dans nos voyages, donc une salle de bain en fait par chambre dans nos voyages, Dolce Vita. Donc c'est tout un programme. Ça fait qu'on récupère bien en fait des efforts de la journée et bah, c'est super agréable. Alors, ces fameux voyages Dolce Vita, ici vous voyez l'Europe, hein, le bassin méditerranéen en tout cas. Je vous parle juste de ça en Europe. Il y en a aussi des voyages Dolce Vita qui vont être au Maroc, en Équateur, mais là, pour ce midi, c'est juste l'Europe. Ici, en bleu, je pars de l'est vers l'ouest. Ici, on a la Crète. Le La conférence, c'était il y a 2 semaines sur la Crète, mais vous pouvez en revoir sur, notre page YouTube. Ici, on a la Grèce continentale. Ça, je vous donne rendez-vous jeudi prochain si jamais ça vous intéresse d'entendre parler de ce voyage-là, jeudi midi. Ici, le Monténégro, qui est pas vraiment dolce vita, qui est vraiment plus rustique, mais ça reste qu'il y a pas de camping, mais un peu plus rustique quand même. On peut pas vraiment objectivement le mettre dans les dolce vita. Mais, la conférence était il y a 2 semaines aussi, vous pouvez aller voir sur YouTube. La Sardaigne, notre voyage en Sardaigne ici, le Pays basque, ça j'en parle jeudi prochain aussi, et les 2 de ce midi, l'Andalousie ici et les Canaries. Puis vous remarquerez les Canaries, bah, c'est 1, c'est pas en Méditerranée, bon le Pays basque non plus et 2, bah, en fait, c'est pas si proche que ça de l'Europe, mais ça fait quand même partie de l'Espagne. Première escale, cette porte bleue. Cette porte bleue représente pour moi un petit peu, j'exagère un peu, mais tout ce que j'attends de ce voyage-là. Parce que quand on l'ouvre, on atterrit dans un hébergement extrêmement charmant. Il y a des fleurs partout, il fait beau, il fait bon et on a la vue sur les montagnes. Puis il faut savoir que les véhicules ne peuvent pas se rendre à cette porte bleue parce que la ruelle est trop étroite, puis tourne dans tous les sens. Voilà, on est en Andalousie, dans notre voyage Alpujarra et Sierra Nevada. Donc l'Andalousie sous influence berbère. Puis là, je vous explique de suite par ce qu'on veut dire par influence berbère avec cette image-là. Ça, c'est la fin du voyage. C'est la ville de Grenade. La ville de Grenade, magnifique, super sympa, plein de petites ruelles qui vont dans tous les sens. Une grande partie est piétonne, ça se visite super bien à pied. Et puis, il y a des collines, et sur une des collines, on a la vue sur la deuxième colline, juste là en face, avec l'Alhambra. L'Alhambra, ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est un ensemble de palais nasrides. Donc, ce sont des palais qui ont été construits et alors là, attention, on fait un petit peu d'histoire, mais pas longtemps. Entre le 8e et le 11e siècle, on va dire, ou 12e siècle, après Jésus-Christ, bien sûr, par les peuples maures, Maures, on fait aussi l'orthographe, heu, les peuples maures. Donc les Arabes qui avaient, envahi au 8e siècle la, péninsule ibérique et qui sont remontés presque jusqu'aux Pyrénées, se sont arrêtés un petit peu en dessous, hem c'est ça. Si je reviens en arrière, je me permets juste pour expliquer un peu mieux ce que je dis. Voilà. Donc les Arabes du Moyen-Orient avaient, donc il y a eu, beaucoup de conquêtes à travers la Méditerranée et avaient conquis donc par les côtes,
la péninsule ibérique, ils ont eu l'appui ici des Berbères qui sont remontés. Ce qui veut dire que nous, dans les montagnes où on va marcher, on retrouve la même architecture que ce qu'on voit en fait, dans l'Atlas marocain. Parce que ça a été construit par les Berbères à l'époque. Puis ils étaient remontés quasiment jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à ce que la reconquête, des catholiques regagne du terrain et grignote du terrain sur, heu, toute l'étendue, musulmane, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le coin de Grenade et là, en 1492, que s'est-il passé? La découverte de l'Amérique, certes, mais aussi la tombée du dernier bastion, heu heu, musulman et c'était bel et bien Grenade avec l'Alpujarra, donc la région qui est derrière Grenade, et voilà et c'était fini pour la portion arabe, en Espagne. Ce palais ici, celui-ci, il date d'après la Reconquête, 15e siècle, 16e siècle, pardon. Mais donc tout ce qu'on voit là, ça a été construit par, les morts et j'attire votre regard sur ce qu'on voit au-delà de l'Alhambra, ces montagnes et vous voyez, c'est bien tout blanc, de la neige, Sierra Nevada. Sierra en espagnol, c'est chaîne de montagne, Nevada, enneigée. Donc c'est bien une chaîne de montagne enneigée. Cette photo-là, elle a été prise en avril, il y a quelques années. Donc pour dire qu'en avril, les montagnes sont encore partiellement blanches selon les années, et nous, on va aller marcher justement, notre terrain de jeu, c'est de l'autre côté de cette crête-là. Je vous explique un petit peu le voyage sur la carte. On atterrit à Malaga. Malaga, on ne s'arrête pas pour le visiter, on part directement. Si vous voulez arriver plus tôt, une journée ou 2 journées plus tôt, franchement faites-le, ça se fait super bien. Le métro part, de l'aéroport et vous amène au centre-ville, puis vous ramène pour le rendez-vous. C'est hyper pratique. Puis c'est agréable, tout se fait à pied à Malaga, c'est en bord de mer, c'est chouette pour, hem, digérer le décalage horaire. Donc Malaga ici, on fait la route, Toukoutoum et on va dans cette zone ici, donc ça, c'est la zone vraiment de montagne, la partie sud, pour 9 jours de trek et après on rejoint et on visite Grenade avant de reprendre l'avion, encore une fois, à Malaga, sauf si vous prolongez le séjour parce que vous avez accès après à toute l'Andalousie, ça se fait très bien. Donc, à quoi ressemblent les paysages? Eh beh, un petit peu à ça. Alors il faut savoir que cette photo a été prise, encore une fois, fin mars, début avril. Ça se voit à la neige qui est sur le Moulacène ici, qui est encore partiellement enneigé. Les arbres commencent à être en fleurs, mais toutes les feuilles ne sont pas là. Donc nous, on y va à 2 périodes. On y va avril-mai, sachant qu'en mai, il peut commencer à faire quand même un peu chaud. Puis on y va entre mi-septembre et mi-novembre. Encore une fois, septembre, il fait un peu chaud. Novembre, il peut commencer à faire un peu plus frais. C'est nos 2 fenêtres pour éviter les grosses chaleurs et pour éviter la neige en hiver. Donc vous le voyez, ce n'est jamais plat. L'idée de notre circuit, c'est vraiment une boucle. Donc on part depuis un des petits villages, pas celui-ci, mais juste un petit peu avant, et 9 jours après, on y revient et on passe de village en village, tout à pied. C'est vraiment un circuit où on ne prend pas de véhicule. À partir du moment où on arrive, ou ce que je vous disais tout à l'heure, le petit village Ferreirola, c'est trop petit pour que les véhicules puissent rentrer, donc on nous laisse à l'église et à partir de là, on marche jusqu'à l'hébergement et on ne reprendra un véhicule que 9 jours plus tard pour aller à Grenade et ça a un charme fou. Ça apporte une déconnexion, absolue. En fait, on coupe un peu en dehors du temps. Puis si vous arrivez aussi à débrancher le le réseau, le Wi-Fi sur vos cellulaires, ça vous fait une parenthèse, absolument incroyable. Les petits villages, c'est là donc je vous le disais, architecture, la même qu'on retrouve en fait au Maroc, carrés, des villages tout blancs, blanchis à la chaux, beaucoup de végétation en fait. Il y a beaucoup de fleurs dans ces villages-là. Ça, c'est la petite auberge, la première auberge, où on va et les villages sont entourés de vergers, de potagers et puis les chemins servent encore en fait justement pour relier ces vergers, ces potagers-là. Hem Donc, c'est tout à fait fréquent sur les chemins de croiser, un cheval avec, une tronçonneuse parce qu'il va aller couper le bois pour l'hiver ou, des gens qui s'en vont au champ pour aller dans leur verger, leur potager.
Bien sûr, l'exode rural a frappé. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui veut sortir, je suis désolée. Donc l'exode rural a frappé, donc il y a la population de ces villages-là se réduit, toutes les terrasses ne sont plus en fonction de nos jours, mais ça reste qu'il y a quand même un beau, bassin vivrier. Voilà. Sur ce voyage, ce n'est jamais plat. On l'a coté un niveau modéré. Alors il faut toujours prendre avec des pincettes ce qu'on dit parce que, en fait, le niveau ressenti d'un voyage, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose de très subjectif. Ça va dépendre de votre forme du moment, de comment vous avez récupéré du décalage horaire, de la météo. Est-ce qu'il a fait chaud? Est-ce qu'il a fait froid? Est-ce que le terrain est un petit peu plus boueux que d'habitude ou pas? Et de comment vous vous sentez, vous, à ce moment-là. Et ça, on ne peut rien y faire. Par contre, on peut bien vous préparer. Et il faut savoir que tous nos voyages, puis ça vaut pour tous les voyages, s'adressent à des gens qui ont l'habitude de faire des randonnées. Donc un niveau modéré pour quelqu'un qui a l'habitude de faire de la randonnée, ce n'est pas le même niveau qu'un niveau, modéré pour quelqu'un qui n'a jamais fait, plus de 3 heures de marche, mettons. Donc nous, nos voyages s'adressent à des gens qui comprennent ce que le terme, dénivelé veut dire, qui comprennent qu'une journée de 1 200 m de dénivelé, c'est pas la même chose qu'une journée de 400 mètres de dénivelé, qui comprennent que, 5-6 heures, ça couvre une journée, puis qui voient un petit peu l'effort que ça va leur demander. Donc ça, c'est bien, bien important. Sur ce voyage-là, 9 jours de marche, niveau modéré, parce qu'on ne porte que les affaires de la journée, hein. Vous voyez les petits sacs à dos. On se partage le pique-nique, puis on les met dans le sac à dos aussi. On vous fait d'ailleurs parvenir une liste d'équipements très détaillée pour tous nos voyages. Donc tout est noté. Heu, Normalement, il peut faire un petit peu chaud, mais généralement, la chaleur n'est pas trop un facteur. En tout cas, le froid n'est pas un facteur, l'altitude non plus parce qu'on dort jamais, oui, on va monter à 2 500 m pour donner au refuge, mais bon, ça fait pas ça a pas beaucoup d'impact sur ce voyage-là. On n'est pas comme au Népal ou au Pérou, et puis il y a pas de camping, donc on récupère bien. En moyenne, 5-6 ouais, 5-6 heures de marche par jour et en vrai, il y a 3 journées plus faciles, mettons 4 heures de marche, 400 m, 500 m de dénivelé, puis en termes de kilométrage, même si c'est moins représentatif, ça peut aller jusqu'à 10-12 maximum, là, mais entre 8 et 12. 3 journées moyennes, 5-6 heures de marche, 14 kilomètres en moyenne et puis, 800 mètres de dénivelé à peu près et 3 journées qui vont être plus soutenues. Le guide a la possibilité de faire des variantes. Donc s'il prend les variantes les plus difficiles, les journées soutenues, ça peut être 7-8 heures de marche avec 1 300 mètres de dénivelé et une vingtaine de kilomètres. Mais il peut aussi les raccourcir un peu pour faire un 7 heures de marche, mais c'est sûr qu'il y en a quand même 3 qui sont un petit peu plus demandantes que les 6 autres. Ces journées-là, c'est bien pensé. Une journée en fait, il y a pas 2 journées exigeantes qui vont s'enchaîner. Il va y en avoir une moyenne ou une facile entre les 2 pour récupérer un petit peu plus et donc ça se fait bien. Et puis toutes les journées ne sont pas obligatoires. C'est absolument possible de prendre une journée de repos par-ci, par-là, soit en embarquant avec les bagages, soit en restant parce qu'on dort 2 nuits, aux mêmes hébergements tout le temps, voire 3 nuits. Ici, vous avez un exemple des soupers. Donc on va au restaurant ou on va, à l'auberge d'à côté. Il se trouve que quand on est à Ferreirola, donc je reparle de ce premier hébergement, le village est trop petit, il y a pas de restaurant. Donc on marche 10-15 minutes jusqu'au village d'à côté où là, il y a 3 restaurants et comme on y dort 3 soirs, ben, on pète les 3 restaurants. Là, c'était une fois où, il faisait suffisamment bon pour pouvoir être assis dehors, sans avoir trop froid. On avait mis, des petites doudounes et puis on était bien, et voilà et on mange extrêmement bien en Espagne. C'est vraiment, un monde d'huile d'olive, donc on va voir des oliviers. Beaucoup d'oliviers, en fait, qui encerclent les villages, beaucoup d'oliveraies, donc beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de jambon serrano. Il faut savoir qu'on va visiter Tréveles, qui est un village qui a une appellation d'origine contrôlée sur le séchage. Vous verrez pas de cochon, mais sur le séchage des jambons. Donc beaucoup de charcuterie, beaucoup de jambon, énormément de fromage, chèvre, brebis et vaches. On trouve, de tout dans les vallées qu'on va voir, donc des fromages très locaux et aussi en fait, bah, beaucoup de tomates et de produits de tomates, surtout à l'automne et en fait, bon, beh, tout ce qui pousse et tout pousse en fait, sur place, entre ce qui pousse vraiment très localement, puis ce qui pousse plus près du niveau de la mer, même des ananas et des bananes s'il le faut.
Les pique-niques, c'est le guide qui est en charge du pique-nique, en fait, qui prévoit, le pique-nique, pour tout le monde et puis on le met dans le sac à dos, puis, on le répartit, en fait, dans le sac à dos de tout le monde et puis on se régale. Là aussi, heu, en fait, c'est le genre de voyage où on ne perd pas de poids et où on a tendance à dire: «Ah, il y en avait trop», mais on préfère que vous en ayez un peu trop plutôt que pas assez, puis être bien sûr que vous ayez assez à manger, heu, puis après on essaie d'adapter. C'est un voyage qui est quand même assez varié. Donc je vous ai dit, on marche de village en village et puis on fait une petite excursion pour aller monter, dans le parc de la Sierra Nevada. Donc, les parties les plus hautes qui sont à 2 500 voire 3 000 voire jusqu'à 3 000 presque 500 mètres du parc, peuvent être enneigées comme on voit ici et c'est un terrain, il y a moins de végétation, un petit peu plus rocailleux, un peu plus minéral un peu plus minéral. On peut voir des bouquetins, hem, on peut voir des bouquetins si on est chanceux. Et on peut monter au sommet du Mulhacén. Le Mulhacén, c'est le sommet le plus haut de l'Espagne continentale. Pas de l'Espagne au complet, parce que ça on en parlera dans les Canaries, mais de l'Espagne continentale, donc plus haut que ce que vous trouvez, dans les Pyrénées. Le Mulhacén, il frôle les 3 500 mètres. Il est juste en dessous, et pour y arriver, on va dormir en refuge. C'est le seul endroit où on est dans des dortoirs, on a 2 nuits, au refuge, hem et ça permet donc d'aller, de vivre une expérience montagnarde absolument fantastique, très chaleureuse avec, plein d'Espagnols qui aiment faire de la montagne aussi, et puis donc ça permet, de découvrir ces paysages-là, puis d'aller au Mulhacén. Il faut savoir que le refuge actuellement, il est en travaux depuis, depuis avril cette année. Il s'était prévu que ça soit au moins jusqu'en novembre de cette année, heu, en tout cas aux dernières nouvelles et là, il y a 10 jours, ils ont annoncé que même cet hiver, ça serait pas ouvert. Ils continuent les travaux. Donc le premier départ d'avril 2024 est prévu pour ne pas passer au refuge. On a adapté l'itinéraire, on fait d'autres randonnées. On n'ira pas au sommet du Moulin-Seine, mais le voyage n'en est pas plus facile pour autant. Ça, faut bien comprendre qu'il est même un tout petit peu plus exigeant, mais en tout cas, c'est clairement pas plus facile. Par contre, on a bon espoir que rapidement, avril, le 2 le départ de mai par contre, là, ça soit, ouvert et puis qu'on puisse, aller dormir au refuge. Mais je vous ai pas mis de photos parce que je me dis que ça va être complètement différent. À savoir que, ils fournissent la literie, il y a juste un drap d'auberge à prendre. Il y a de quoi prendre, des douches chaudes en achetant des jetons quand ça fonctionne, mais là, à la réouverture, ça devrait fonctionner. Ils fournissent les crocs, on peut charger les cellulaires et on mange, de la nourriture, là aussi on mange encore une fois, on mange trop, d'ab quelque chose de consistant, de assez familial quand même comme nourriture. On n'a pas faim. Donc tout ça pour aller au sommet du Moulin-Seine et en fait, ça nous permet, le fait de passer, même quand on monte pas au refuge, on passe dans le parc national, ça nous permet de varier entre, vous voyez, hein, les paysages qu'on voit, là, qui sont vraiment des paysages de plus de montagne quand même, assez haute montagne et les paysages qu'on voit plus bas dans la vallée qui sont, des paysages beaucoup plus fleuris, hem, avec les potagers, les vergers, les troupeaux qu'on voit un petit peu plus. Donc voilà, 9 jours de marche pour ce voyage, en Andalousie, un niveau modéré. Les prochains départs, je vous en parlais, celui d'avril et j'ai mis une astérisque parce qu'on ne monte pas au refuge, celui de mai et puis, celui d'octobre, 2024. Les inscriptions sont ouvertes. J'en profite pour vous faire une petite parenthèse. Vous avez peut-être vu l'Andalousie en liberté sur notre site internet. Il faut savoir que pour des gens qui n'ont pas envie d'être en groupe, qui sont minimum 2 voyageurs, et qui sont, habitués à randonner par eux-mêmes, à s'orienter avec une carte, à suivre des traces GPS, à se débrouiller en voyage par eux-mêmes, on le propose en liberté. Ce que c'est en liberté, c'est quasiment le même itinéraire. On a juste enlevé 2 journées qui étaient trop, propice, à se perdre. Donc on a enlevé 2 journées et c'est quasiment le même itinéraire donc que vous faites par vous-même. Vous choisissez vos dates, vous montez votre propre groupe à partir de 2 personnes minimum. Là, nous, on vérifie s'il y a bel et bien, de la place dans les hébergements et on organise tout pour vous. Donc vous partez avec un guide, très complet
avec toutes les explications, avec n'oubliez pas pour demain de enfin bref, tout ce qu'il faut savoir, où se procurer son pique-nique, où aller manger le soir, à quel sentier tourner, bon bref, tout ce qu'il faut savoir. Les traces GPS à suivre, parce que c'est un petit peu difficile sinon de s'orienter, en Andalousie. Puis tout est prêt, vos bagages sont transportés. Voilà, c'est l'Andalousie en liberté pour ceux qui n'auraient pas envie d'être en groupe. Si vous êtes moins à l'aise, préférez la version de groupe. En plus, vous avez des explications du guide. Voilà, donc c'est un voyage de 12 jours qui s'inclut, très bien dans, pardon, dans les voyages, dans les, dans un autre voyage plus grand que vous pourriez pour aller visiter le l'Andalousie, pardon, et on peut rallonger si jamais vous avez envie de prendre plus de journées off. Hem, le départ ah beh, j'arrive à voir en fait les questions. Donc Linda, le départ prévu à l'automne prévoit d'aller au refuge? Oui, sauf si j'ai un lever de bouclier dans les gens qui s'inscrivent et que, mettons, les 5 premiers disent: «Non, on veut pas aller au refuge». Mais vraiment, ça vaut la peine d'aller au refuge, c'est un coup de cœur, personnel. Alain demandait: «La marche journalière en combien de kilomètres?» C'est difficile. Enfin, les journées faciles, ça va être, 8-10 kilomètres, maximum 12. Journée moyenne, 14-15 kilomètres. Journée difficile, 18 à 20 kilomètres, en moyenne. Ça dépend des variantes. Hem, comptez en heures de marche plutôt, donc 4 heures de marche les faciles, 5-6 heures les moyennes, puis les plus exigeantes 7, voire un peu plus, en fonction des variantes, puis de comment marche le groupe. Voilà. Et maintenant, les dates des réservations. Oui, je vous les remets 2 secondes et après je vous parle de cet oiseau jaune. Hop là, les dates, ils sont aussi sur notre site. Donc, on a un départ du 7 au 19 avril, un départ du 6 au 18 mai et puis ensuite, septembre, c'est du 30 septembre au 12, octobre. Air Transat vole jusqu'à Malaga. En général, on compte les billets d'avion sont pas compris, hein. On compte, c'est très difficile de nos jours de donner une estimation, ça a tellement changé dans les derniers mois et les dernières années. Comptez, je sais pas, 1000 entre 1 700 et 2 200 $ pour les billets d'avion. Parfois, on les a moins chers. Parfois, le fait d'arriver plus tôt parce que Air Transat vole jusqu'à Malaga, mais pas tous les jours. Parfois, le fait de prendre des vols Air Transat permet d'avoir quand même, des billets d'avion moins chers, mais vous devez, dans ce cas-là, rajouter peut-être une nuit ou 2 à Malaga. Mais souvent, ça vaut la peine. Donc, on pourra ça en reparler. Hop, je pense que j'ai répondu aux questions. Je passe donc à notre oiseau ici et vous l'aurez compris, on on va aux Canaries. Les Canaries, la trilogie volcanique, vous vous rappelez, je vous disais, vous avez ici, le Maroc avec Marrakech, ici les Canaries avec, les 2 îles qu'on va visiter, Santa Cruz de Tenerife et La Gomera. À savoir qu'il y a d'autres îles qui sont intéressantes aux Canaries, mais nous on voulait un voyage de 2 semaines, puis en 2 semaines, si on veut aller voir une troisième île comme La Palma, ça s'y prêterait, c'est pas loin, ça se fait en ferry, mais ça veut dire qu'on perd beaucoup de jours de randonnée et qu'au final, on ferait très peu de randonnée et beaucoup de transferts et nous, ce qu'on privilégie, c'est vraiment de prendre le temps sur place. Donc ça a été notre, stratégie ici pour notre voyage aux Canaries. Hop, voilà. Tenerife, ça ressemble à ceci. Vous voyez ici alors la résolution de l'image est pas bonne. J'en suis désolée, c'est pas votre écran, c'est juste l'image qui est pas bonne. Ici, vous avez le massif, heu, le 1er massif volcanique. Ici, vous voyez le petit volcan là, le deuxième massif volcanique et là le Teide et donc ces 3 volcans ont constitué la première île de Tenerife. Nous, on va y marcher, on arrive en fait à l'aéroport qui est ici à Tenerife et on va d'abord marcher dans la comme une sorte de péninsule là, donc dans la pointe nord, on va dire. Ensuite, hop là-haut. Ensuite, on va aller marcher ici dans le sud avant de prendre le ferry. Vous voyez le ferry ici? Oup, pour aller à La Gomera. Je vous présente après le programme de La Gomera et ensuite, on revient ici pour découvrir le parc national du Teide et éventuellement faire l'ascension
du sommet. Puis vous vous souvenez, je vous disais que le Mulhacén, qui a presque 3500 mètres, est le plus haut sommet de l'Espagne continentale, mais de l'Espagne tout court, c'est bien le Teide le plus haut parce qu'il dépasse les 3700 mètres. Donc ça, son ascension est, facultative. Hem, on Pour être sûr de monter les 150 derniers mètres, il faut des permis. Les permis, on s'occupe de la réservation, mais pour ça, en fait, il y a un quota par jour, donc il ne faut pas s'inscrire dernière minute pour être sûr d'avoir un permis au pour aller au sommet du Teide. Donc ça, c'est le petit lever de drapeau. N'attendez pas la dernière minute pour les Canaries si vous voulez aller au Teide, parce qu'à quelques mois du départ, il y a plus de permis. Hem Mais personnellement, je trouve que la première moitié, c'est là où on voit vraiment toutes les coulées de lave et c'est ça qui, je trouve, est le plus beau, du de cette randonnée-là et du parc national, mais ainsi que toutes les concrétions comme celle-ci là, le dedo, le petit doigt que vous voyez là, toutes les concrétions, géologiques qui sont assez folles. Le parc national du Teide, c'est vraiment, on a marché sur la lune de Tintin. C'est un paysage complètement, différent et lunaire. Mais avant ça, donc quelques images de nos randonnées, sur l'île de Tenerife et observez bien, donc ce sont des terrains qui sont des sentiers qui sont super bien tapés, qui se font très bien, mais observez bien un petit peu, vous voyez, rien n'est plat. Donc comme en Andalousie, voire même pire qu'en Andalousie, vous n'aurez pas 50 mètres consécutifs de plat, ça n'existe pas. Ce sont des îles, qui sont, bon, volcaniques, vous l'aurez compris et très découpées avec des pentes assez abruptes. Donc il faut savoir que ça monte raide, mais souvent en zigzag et que ça redescend raide, mais souvent en zigzag aussi. Donc parfois, c'est un petit peu dur pour les genoux. Et on passe comme ça dans les journées, on peut facilement passer, des crêtes et puis alors on part le matin, il fait 12 degrés, on est dans la brume. Et en fait, 1 heure après, les nuages, se sont dissipés ou alors on est passé dessous, puis le soleil nous frappe quand même, il fait quand même 20 degrés et là on marche en short et en t-shirt. Et puis quand on arrive en bas, en milieu d'après-midi, on arrive en bas à la plage et là il fait 35 degrés et on est en plein soleil et on cuit. Donc il peut y avoir les 2, enfin les en fait, une grande variété de températures dans la même journée. Ça fait partie des Canaries, et ça permet d'avoir quand même une variété de paysages. Bon, ça permet de se baigner, ça c'est quand on est chanceux à certains endroits, c'est pas tous les jours non plus, mais ça se prend bien. Mais donc une variété de paysages, puis là, vous allez le voir sur La Gomera, qui est assez folle. La Gomera, c'est un confetti, donc une toute petite île, pas très loin, c'est 1 heure et demie de ferry, entre Tenerife et La Gomera. Le National Geographic avait baptisé La Gomera, comme, le le paradis des randonneurs et bah, c'est vrai. Donc nous, notre idée, ça a été de tout faire à pied à La Gomera. Sur Tenerife, on est obligé d'utiliser des transports parce que l'île est grande et que bon, on n'a pas le choix. Mais sur La Gomera, le ferry nous laisse ici, on y dort, on se fait transporter jusqu'au premier point de randonnée et après on fait tout à pied. C'est pas exactement cet itinéraire-là, mais bon, c'est la carte que j'ai trouvée. Notre itinéraire, en gros, grosso modo, il fait un C, il fait un 3/4 de tour, comme un C qu'on aurait écrit, à l'envers. Donc on part de pas loin de La Laja et on va marcher, on va passer à Imada, passer 2 nuits à Chipoudet pour avoir le temps de visiter et puis d'aller faire peut-être un saut à la plage et on remonte jusqu'à Valle Hermoso, puis de là à Aguló où encore une fois on va prendre 2 nuits pour avoir le temps de, visiter, les alentours et ensuite, avant de repartir, on passera par le cœur du parc de Galajonay parce que ça vaut la peine. Ici, Aguló, donc un exemple de village, vous voyez, c'est pas du tout la même architecture que ce qu'on a en Andalousie, c'est pas du tout la même culture. Il y a beaucoup moins cette culture, du jambon, de toute la charcuterie. Il y en a aussi, on en trouve bien sûr, mais c'est moins local. On va avoir beaucoup plus de variétés exotiques, de fruits exotiques quand même et plus de couleurs. C'est pas des villages blancs, c'est des villages plutôt colorés avec des bâtiments un peu plus modernes, heu, dans les villages. Encore une fois, l'agriculture en terrasse parce que rien n'est plat et donc c'était la manière de cultiver. Les paysages sont, si on veut caractériser,
qui marque, c'est la variété de couleurs, la palette de couleurs. Donc là, on voit au loin, on voit le Teide, donc on voit l'île de Tenerife et ça, c'est une journée au-dessus du village d'Agulo, et c'est complètement rouge ocre. Cette terre battue, c'est assez fou. Hem, Garajonay, le parc national, on tombe dans des, forêts de laurier Silva qui sont endémiques. Hem Là aussi, c'est assez fou, c'est très vert, beaucoup plus frais et puis entre les 2, on va avoir des zones désertiques, des zones, beaucoup plus vertes, donc c'est très varié et c'est très intéressant. Vous voyez les sentiers, ils sont en bon état, ils sont, plutôt faciles, à marcher. Je vous ai pas parlé d'ailleurs du niveau de donc là, vous voyez, là, c'est très vert, puis avec le bleu de la mer, bref, les couleurs sont folles. Le niveau de randonnée, c'est assez similaire à l'Andalousie. On peut aussi sauter les journées, donc ça c'est facile, on peut prendre des journées de congé. On ne porte c'est la même chose, l'altitude ne va pas être un facteur, le froid ne sera pas un facteur, la chaleur peut éventuellement être un facteur, si jamais la calima, c'est le vent qui souffle du Sahara. Si jamais le vent vient de l'est, pardon, et souffle du Sahara, là, ça réchauffe tout et tout d'un coup, le voyage, le ressenti est beaucoup plus difficile et ça, c'est imprévisible dans l'année, et puis tout d'un coup, il fait 5 ou 10 degrés de plus que les normales, donc ça là, ça joue. Mais s'il y a pas la calima, bon, les températures sont juste parfaites pour marcher. Hem, on se partage les pique-niques encore une fois que le guide a prévu. Et puis les journées sont 4 à 5 heures de marche, 4 à 6 heures de marche, on va dire, pour Tenerife. Il y a une journée, il y a comme 2 journées qui sont plutôt du 7 heures de marche, puis il y a une journée qui est un peu à part, c'est le Teide, puis ça je vous en reparle après. Mais sinon, voilà. Ce qu'il faut savoir, je vous disais, c'est abrupt, donc ça monte en zigzag, ça descend en zigzag, et ça fait en sorte que c'est un peu dur sur les genoux. Puis les efforts sont assez intenses, mais les journées en termes de kilométrage, je l'ai pas en tête le kilométrage, mais c'est pas fou, c'est du 8, 10, 12 kilomètres, parfois 15, 16. Ça va pas jusqu'à 20 kilomètres comme, peut-être une journée, mais c'est un petit peu moins de kilométrage qu'en Andalousie, mais les montées sont plus franches, on va dire, et les descentes, aussi. Je vous reviens sur le Teide. Donc, quand on a fini notre 3/4 de tour, de La Gomera, on revient sur Tenerife parce que de toute façon, l'aéroport, il faudra repartir, de Tenerife et là, on va vraiment visiter donc le parc national du Teide qu'on n'a pas eu le temps de visiter avant. Donc on le fait à la fin. C'est un peu notre cerise sur le sundae. Cette journée-là, donc il y en a d'abord une journée pour découvrir le parc en lui-même, puis après on prend une journée pour faire l'ascension pour ceux qui le veulent, facultatif. Cette journée-là, c'est la seule journée, hem, où le froid peut être un enjeu, ou le très chaud, si jamais le soleil tape, puis qu'il y a pas un nuage et que là vous êtes en plein soleil, il y a pas d'arbres, là il fait chaud. Mais sinon c'est plutôt le froid pour peu que vous commenciez de nuit en fonction des horaires qu'on aura obtenus pour la petite journée du permis. Bon, là, il faut tuque, des petits gants, peut-être même des sous-vêtements un peu chauds. Hem Et l'altitude peut être un facteur parce qu'on monte à 3 700 mètres. Ceci dit, on n'y dort pas, vous dormez jamais haut. Donc normalement, ça devrait aller, mais c'est sûr qu'il y en a qui pourraient avoir, un petit peu mal à la tête. Voilà, c'est très passager, ça n'implique rien de plus, c'est pas comme nos voyages en haute altitude du tout, mais il faut savoir que c'est probablement la journée la plus exigeante. Ceci dit, sur La Gomera, on a quand même, de bonnes journées de randonnée. Encore une fois, c'est un voyage de randonnée principalement, donc puis bon, on mange bien, je vais revenir là-dessus. Donc c'est vraiment un voyage qui s'adresse à des randonneurs. Donc c'est un voyage qui est, encore une fois, côté modéré aussi, peut-être un chouïa moins exigeant que l'Andalousie et encore, ça va dépendre de comment vous vous sentez, sur le coup. S'il y en a qui ont fait la Crète avec nous, hem dans les 2 cas, il y a beaucoup moins de roches qu'en Crète. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en Crète, c'est intense, et le niveau est à peu près similaire. En tout cas, ouais, c'est ça, on peut dire que le niveau est relativement similaire. On mange très bien, dans les Canaries aussi. On mange moins raffiné qu'en Andalousie ou qu'en Crète parce que ce sont des îles qui ont une histoire qui était très pauvre à l'origine, et qui ont mangé beaucoup de pommes de terre, sous toutes, ces coutumes et qui ont une histoire qui sont vraiment à la croisée des chemins entre l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe et donc qui ont des influences. Donc c'est pas du tout la même gastronomie. C'est je le reconnais, c'est moins raffiné, moins varié
que ce qu'on va trouver en Andalousie ou en Crète, qui sont à peu près du même niveau, mais on mange quand même très bien. C'est savoureux, on n'a jamais faim, beaucoup de patates. Il y a le petit vin local, aussi et on a le temps de prendre l'apéro en terrasse. Ce voyage-là, il est guidé par Claudio. Claudio, vous le voyez ici. Claudio, c'est un Italien qui a 25-30, ouais 25 ou 30 ans, est allé en voyage, avec, enfin, est allé en voyage, dans les Canaries et en fait, il n'en est jamais reparti. Il est tombé en amour complet et cet amour des îles Canaries l'habite encore. Donc voilà, depuis, il a rencontré une Canarienne, il s'est marié, il a eu des enfants, il est, très pro-canarien. Il parle 4 ou 5 langues, dont le français et il vous attend sur place, puis c'est lui qui va guider et il connaît chaque centimètre de ces îles. Donc c'est un super ambassadeur de ces îles et puis il est très sympathique. Donc ça, c'est pour les Canaries. Ici, je vous mets les dates, à savoir que, heu, il reste plus que 2 places ou peut-être une, je suis plus très sûre de ce que j'ai mis, pour janvier. Celui de mars, du 16 mars au 30 mars, il est confirmé, on a notre nombre, minimum de voyageurs, donc vous pouvez vous inscrire les yeux fermés et ensuite on vient d'annoncer les dates suivantes, donc vous pouvez les choisir. Les dates à l'automne cette année et l'année dernière et même l'année d'avant se sont remplies très vite. Donc l'automne, on a dû refuser du monde cette année puis l'année dernière. Donc si jamais ces 2 dates se remplissaient, ben on rajouterait une date fin novembre pour, on pourra ouvrir une date de plus, mais il faut d'abord que ces 2 là soient remplies. Voilà. 15 jours pour le voyage au complet. La petite particularité sur l'aérien pour ce voyage-là, c'est que pour je regarde l'heure, non c'est bon, j'ai encore quelques minutes pour parler. La petite particularité, c'est que généralement donc il faut toujours une nuit, à l'aller, ça c'est sûr, pour y aller. Mais au retour, pour repartir des Canaries, souvent vous avez une nuit à passer, soit sur Tenerife aux Canaries parce qu'il y a pas de connexion qui s'enchaîne pour, revenir, au Québec, soit vous passez une nuit à Lisbonne ou à Vienne ou à Bruxelles ou à Zurich ou à Munich en fonction de là où est votre connexion, puis ça on peut rien y faire. C'est comme ça. Donc les dates qu'on a mis tiennent compte de cette supposée nuit qui va forcément parce que là, depuis avant, il y a 3 ans, 4 ans, on pouvait avoir des vols, qui s'enchaînaient puis on rentrait dans la même journée des Canaries, mais depuis 2 ans, on les a plus. Donc je pense qu'ils n'existent plus. Donc quand vous partez, mettons, le 16 mars, vous allez arriver le 17 mars sur place, c'est prévu et puis le 29 mars, on vous remet dans l'avion, puis vous arrivez le 30 mars, chez vous. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Pour l'Andalousie, c'est plus simple, vous partez, j'ai plus les dates en tête, mais vous partez le 30 septembre, vous arrivez le 1er octobre et à la fin et là, j'ai plus la date en tête, mais en tout cas, vous repartez et vous arrivez la même journée au Québec. Il y a pas de nuit au retour. Donc Canaries, il faut un petit peu de flexibilité. Les billets d'avion, 1 800 à 2 300 on va dire, en moyenne. Il faut savoir que pour ces 2 voyages, les billets d'avion avant la pandémie, c'était du 1 200. Donc bon, voilà, ça, et encore 1 200, c'était quand on était moyennement chanceux. On les a déjà vus à 900, entre 900 et 1 300. C'était la belle époque. De nos jours, ça a tout augmenté, puis là, on n'a aucun contrôle là-dessus. 10 jours de marche dans ce voyage-là, niveau modéré aussi, mais encore une fois, pour des gens qui ont l'habitude de randonner. Puis, on pourra vous conseiller pour bien vous entraîner, pour le voyage.